Chère communauté, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du couple. Qu'est-ce qu'un couple? Un couple désigne donc une paire d'objets qui ensemble constituent une entité nouvelle avec des propriétés spécifiques. Et puisqu'ici, il est question de parler des êtres humains et surtout de les aider, on peut alors dire que le trait qui les lie à l'axe imaginaire de leur relation, c'est leur rencontre et leur histoire commune. La forme différente de leur représentation illustre leur histoire personnelle, leur bagage de vie antérieur qui les ont apportés avec eux. Un couple, enfin, c'est deux cœurs qui ne battent pas toujours à l'unisson, deux têtes dont les pensées parfois se dissocient. Depuis toujours, la définition de couple ne cesse d'évoluer pour tout un chacun. Mais un constat mérite d'être mis en lumière, c'est que les relations persistent grâce à une combinaison de nombreux facteurs. Premièrement, faire confiance à l'autre, c'est la base d'une relation solide. Naturellement, viennent s'ajouter les autres aspects qui sont la compréhension et le respect. Tous ces facteurs sont importants et pour le couple conjugal, mais aussi pour le couple parental, car les enfants qui baignent dans cet environnement et sont les premiers concernés lorsqu'il y a dysfonctionnement au sein du couple. C'est la raison pour laquelle il est important de cibler le contexte familial et social de l'enfant pour tenter de comprendre les agissements et les réactions de cet enfant. Contrairement à l'adulte, l'enfant ne peut exister que par lui-même. Il est dépendant de ses donneurs de soins et plus jeune, il est dans la dépendance. Donc l'enfant est dépendant matériellement, mais aussi affectivement. Il n'y a pas vraiment de protocole à suivre pour être un bon papa ou une bonne maman. C'est une notion assez subjective où il est réservé à chacun sa manière de faire, de penser ou d'agir. Contextualisons les choses. Être géniteur renvoie au registre du biologique, de la génétique. Être père renvoie à la fonction du père, à l'exercice de la fonction paternelle et donc relève de la dimension symbolique. D'où le fait qu'un homme qui ne sera pas le géniteur de l'enfant pourra tout à fait occuper une place de père pour l'enfant. Quoi qu'il en soit, nous pouvons dire que le père impose une écoute différente de celle de la mère. Il est un support, une sécurité, un moyen de construction importante pour l'enfant. Le père, c'est aussi le garant de cette autorité constructive qui positionne les limites et qui fera des enfants des adultes responsables. L'enfant a bien entendu besoin des deux parents bien différenciés, du père et de la mère. Chacun médiatise à sa façon son rapport au monde et contribue donc chacun à sa manière à construire la personnalité de l'enfant. L'enfant va faire ses premiers apprentissages, langage, comportement, hygiène. Il va apprendre les limites au sein de la famille. La famille transmet un certain nombre de choses, leurs usages et valeurs, mais par ce même processus, elle transmet une histoire familiale, parfois des dysfonctionnements et parfois des comportements peut-être anxieux qui se retrouvent dans l'histoire familiale ou une vision pessimiste en général de la projection de l'avenir. Là, on va plus se focaliser sur la famille. En réalité, la famille est le premier lieu où l'enfant établit des liens d'attachement avec ses parents, puis en second lieu, sa famille élargie, c'est-à-dire son grand-père, son oncle, sa grand-mère, sa tante.
Les familles peuvent naturellement être de différentes compositions, avec des familles recomposées, avec une belle-mère par exemple, ou alors des familles monoparentales. Il n'y a pas de mauvaise composition. Ce qui importe, c'est que la famille, telle qu'elle soit, offre une base sécuritaire suffisante à l'enfant pour qu'il puisse se développer harmonieusement. Néanmoins, on sait que les séparations et recompositions apportent un certain nombre de conflits et changements à faire qui peuvent être source d'inquiétude chez l'enfant car on constate un changement de cadre de vie. D'après des chercheurs, c'est plutôt la séparation des enfants qui affecte les enfants plutôt que la recomposition. Rupture et séparation sont parfois source de perturbations dans la mesure où c'est l'aboutissement de toute perturbation accumulée. Ces perturbations auront un effet qui vont se poursuivre bien au-delà. La plupart des parents avec leurs enfants font de leur mieux en fonction de leurs possibilités et de leurs connaissances pratiques et éducatives, c'est-à-dire qu'ils reprennent ce que eux-mêmes ont expérimenté dans leur enfance ou alors tout simplement leur disponibilité affective. Il y a aussi ce qu'on appelle les autres personnes d'importance. Il y a tout un tas de personnes en dehors de la famille, c'est-à-dire l'école, où l'enfant va passer beaucoup de temps, l'enseignement, les assistants maternels. Il est toujours important de se renseigner sur comment ça se passe à l'école, comment ça se passe à tel endroit, avec les enseignants, avec les autres enfants de classe, comment se passent les apprentissages ou outre l'école, il y a le péri et l'extrascolaire. Après cette introduction générale sur le couple, les enfants et la famille, dans une prochaine vidéo, nous allons aborder les problèmes que peuvent rencontrer le couple et quelques pistes pour régler les problèmes avant d'opter pour le divorce, qui se verrait être la solution de dernier recours. Je vous remercie pour votre écoute.